Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité donc pour parler de la réussite des élèves et je vais vous parler des outils pour la construction de situations d'enseignement et d'apprentissage en mathématiques et des principes, disons, qu'on a mis en place pour construire ces situations. Je vais essayer aussi de montrer au moins un exemple de situation. Dans le temps qui m'est imparti, ça va être un peu juste, donc j'ai mis en annexe un certain nombre de ressources d'articles, de sites, etc. Et aussi des exemples, d'autres exemples de situations, mais vous pourrez en trouver dans les endroits que j'ai indiqués. Donc là-dessus, j'espère que le PowerPoint qui vous sera transmis pourra aider. Alors, quelques principes pour que les élèves fassent des mathématiques avec plaisir, ce sera ma première introduction. Et ensuite, j'expliquerai un peu les outils de la théorie des situations didactiques pour construire ces situations. Je donnerai donc un exemple et une conclusion et des ressources. Alors, je suis allée voir donc dans les, même si je ne suis pas une inconditionnelle de PISA, je suis allée voir dans les principes énoncés par PISA pour savoir finalement quels étaient ceux qui pourraient faire des mathématiques aux élèves dans de bonnes conditions. Et l'une d'elles, c'est que les élèves soient en confiance, qu'ils soient actifs en faisant des mathématiques et qu'ils cherchent des problèmes, qu'ils sachent que faire des erreurs, c'est normal et c'est même productif parce que ce qu'on sait maintenant, et je citerai une ressource là-dessus, c'est que le fait de faire une erreur sur un savoir donné aide ensuite à mieux caler ce savoir et à mieux avoir compris ce savoir. Une autre condition, c'est que les situations qui leur soient proposées soient effectivement en mesure de renforcer l'attrait des mathématiques. Et donc la question que se pose la didactique des mathématiques et notamment la théorie des situations depuis une bonne cinquantaine d'années, c'est comment organiser ces situations. Une condition supplémentaire, c'est que les professeurs, eux, soient aussi en mesure de conforter la motivation des élèves, leur confiance en eux et en réduisant leur anxiété, ce qui n'est loin d'être évident parfois dans l'enseignement des mathématiques. Et donc les professeurs doivent être en mesure de connaître les obstacles à l'apprentissage des mathématiques dans différents domaines et aussi ils doivent savoir conclure une situation de recherche par les savoirs de façon à ce que les élèves puissent savoir ce qu'on doit avoir acquis de cette situation. Alors, quelques raisons justement du coup de l'échec à PISA, c'est que les réponses dans PISA n'ont pas à être justifiées. Or, ce qui se passe en France notamment, je signale qu'en France, les résultats de PISA ne sont pas particulièrement bons, hein. En France, notamment, on considère souvent dans l'enseignement secondaire notamment qu'un élève ne doit pas donner une réponse s'il ne sait pas la prouver. Et d'ailleurs, c'est un vrai souci parce que parfois, quand un élève est jugé en difficulté, eh bien, quand il donne une réponse, on va lui demander à tout prix de justifier et ça va du coup le mettre en difficulté encore plus et le faire douter de sa réponse, même dans le cas où elle était bonne. Et donc, il faut donc, dans le cas de PISA, oser répondre à des questions, même si on ne sait pas forcément prouver. Et s'il s'agit d'un QCM, par exemple, avec 4 questions, eh bien, on a de toute façon une chance sur 4, voire même plus si on a une bonne intuition de répondre correctement. D'une part, les questions de PISA sont souvent formulées en termes de problèmes de vie quotidienne, les problèmes scolaires par exemple en termes d'équations algébriques décontextualisées et ce qu'on constate, c'est que souvent au collège, les élèves sont capables de répondre à des équations, ont rencontré des équations du type de celles que j'ai écrites, 5x plus 7 égale 4 ou 5x carré plus 7 égale 29. Mais par contre, si on leur pose un problème du quotidien, la vitesse du train est 280 km/h, le passager est parti à 8h32, il a à faire 235 km, etc. Et dans ce cas, ce n'est pas du tout évident que l'élève soit capable de traduire ceci dans une équation convenable. Alors, les domaines, on va dire, auxquels on s'intéresse dans l'enseignement, ceux qui sont les domaines cibles pour savoir si un élève est capable d'apprendre, eh bien évidemment, il y a le domaine cognitif, c'est-à-dire savoir comprendre les concepts, les objets mathématiques. Je signale que j'ai écrit pour Petit X un article sur les objets mathématiques qui est en accès libre. Faire des liens avec des thèmes vus en cours, c'est-à-dire être capable avec l'aide du professeur notamment, de relier les problèmes qu'on vous pose aux savoirs qui ont été exposés en cours.
analyser les contenus et adapter les techniques, les contenus des problèmes qui sont proposés et expérimenter des procédures. Dans le domaine affectif, eh bien, il y a le fait d'utiliser son expérience pour faire des liens avec la vie, avec les problèmes réels. Et puis, il y a aussi, évidemment, dans le domaine affectif, le fait d'être capable de communiquer, de collaborer, de travailler en groupe lorsqu'on vous donne un problème à chercher. Et je mettrai dans le domaine technique et psychomoteur ce qui est le fait de comprendre et de savoir utiliser les techniques, parce qu'on sait bien, par exemple, que pour un calcul algébrique un peu complexe, eh bien, le fait de savoir utiliser la technique, de savoir calculer, eh bien, ça, c'est du domaine technique et psychomoteur, c'est-à-dire qu'il faut avoir compris, évidemment, la technique qu'on va utiliser, savoir qu'elle est bien adaptée, et puis savoir la mener à bien, et notamment dans la transition secondaire supérieure, ce qu'on constate souvent, c'est que les élèves manquent de techniques pour appliquer les formules qui sont nécessaires dans un problème donné. La théorie des situations didactiques, ça fait donc plus de 50 ans qu'elle essaye de construire des situations expérimentales d'un savoir mathématique. Et au départ, c'était sur l'école primaire, maternelle et primaire, on va dire. Et maintenant, c'est aussi au niveau secondaire et même supérieur, puisqu'on a des expérimentations. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je pourrais éventuellement l'expliquer une prochaine fois, les situations qu'on fait avec les étudiants de L1, voire de L2, licence 1 et licence 2. Donc, que fait la théorie des situations didactiques? Eh bien, elle commence par analyser un savoir mathématique. Elle essaye de construire une situation de recherche avec un milieu qui fournit des rétroactions et donc qui prévoit un travail collaboratif ou au minimum un travail de recherche des élèves, et le milieu qui est construit doit pouvoir leur envoyer une rétroaction qui leur dit eh ben, ça a marché ou ben non, finalement, ce n'est pas la bonne procédure que vous avez essayé d'utiliser. Et donc, une situation comporte des questions qui sont finalisées par le savoir mathématique visé, des milieux de recherche qui ont des variables clairement choisies de façon à ce que le savoir mathématique puisse apparaître. Et puis, ces savoirs sont mis en jeu dans cette situation et une dimension didactique de la situation, ce qui veut dire que les élèves ont une consigne, mais ils doivent eux-mêmes chercher avec leur connaissance intérieure. Et ensuite, il y a des outils de validation accessibles aux élèves avec leurs connaissances, et ces outils de validation, ils peuvent les mettre en œuvre pour argumenter que ce qu'ils ont trouvé, c'est correct ou ce n'est pas correct. Je donnerai des exemples tout à l'heure. Alors, ce problème de la validation dans une situation est un problème qui a été posé depuis longtemps, et une situation n'est pas juste une tentative des élèves, et d'autre part, cette validation, souvent, ça a été assimilé à une validation purement matérielle, c'est-à-dire il suffirait que les élèves fassent l'expérience, et puis ça marche ou ça marche pas, et ensuite, du coup, ça enverrait les rétroactions qui leur permettraient de comprendre le savoir. Et ça, cette conception qui a parfois été répandue dans le constructivisme radical, c'est que la validation s'appuie juste sur les feedbacks de la situation, et que avoir un feedback négatif, ça suffirait à construire du sens et à construire du savoir. Et ça, c'est un contresens qui est issu des conceptions d'apprentissage par adaptation. Et en fait, la spécificité des savoirs mathématiques, qui ont quand même des signes aussi très particuliers, des objets et des signes très spécifiques, ne permet pas de s'approprier ce savoir juste par imprégnation. Et donc, un savoir mathématique ne peut pas résulter d'une simple confrontation à un milieu qui envoie une rétroaction en cas d'erreur. Et donc, il faut que la situation prévoit dans la situation, il y ait une construction de l'articulation des milieux qui prévoit que ce savoir puisse finalement être identifié, clairement désigné, etc. Et ensuite, évidemment, réutilisé avec des techniques correctes. Et donc, la validation d'une situation de recherche, c'est une mise en cohérence d'une règle dans des réseaux de signification mathématiques, et ce n'est pas au niveau de l'action des élèves. Ce qui veut dire que c'est le professeur qui doit intervenir à ce niveau-là. Il va
ensuite, après la situation, devoir déclarer le savoir en s'appuyant sur les résultats qui ont été trouvés par les élèves dans la première phase, qui peuvent être des résultats de validation soit empiriques, soit un petit peu plus organisés, par exemple des résultats qui démontrent un résultat générique, ce qu'on appelle un résultat générique, c'est-à-dire j'ai fait sur un exemple, mais je pense que cet exemple, finalement, il est représentatif de tout ce qui... de tout ce qu'on pourrait trouver comme autres exemples. Et donc, il va falloir effectivement que le professeur fasse cette déclaration, je vais y revenir. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne suffit certainement pas d'imposer aux élèves le savoir, la bonne façon de faire des mathématiques pour que les élèves comprennent de quoi il est question. Et ça, on le voit très très bien même au niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on voit des élèves qui ont compris, par exemple, enfin, qui ont des formules de calcul des intégrales, par exemple, mais lorsqu'on leur demande de faire une situation où il y a une recherche sur un sens d'intégrale, eh bien, dans ce cas-là, ça ne marche pas parce que, tout simplement, ils ne sont pas capables de faire les liens avec les savoirs, les autres savoirs qui sont en jeu, et on s'aperçoit qu'ils n'ont pas vraiment compris ce que c'était qu'une intégrale, mais je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Par exemple, j'ai une vidéo d'une professeure en classe de 3e, donc des élèves de 14 ans, et qui leur fait un cours sur le produit, les équations produits nuls, elle appelle ça comme ça, et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'elle leur impose les formes d'écriture, elle leur dit on n'écrit pas quand c'est faux, on ne peut pas écrire comme ça, et du coup, quand elle leur donne par exemple l'équation x-5 facteur de 2x plus 3 égale 7, eh bien, les élèves, ils essayent de se conformer à la forme qu'elle leur a imposée, et ils disent donc soit x-5 égale 7, soit 2x plus 3 égale 7. Et donc, si les élèves ne peuvent pas expérimenter, chercher et construire une autonomie dans la recherche des savoirs mathématiques, eh bien, ils ne seront pas ensuite capables de réussir au test type PISA, mais plus grave, ils n'auront probablement pas envie de continuer à faire des mathématiques, et de toute façon, leurs résultats en mathématiques vont être assez fragiles. Alors, je vais quand même revenir un peu sur quels sont les milieux d'une situation. Les milieux modélisent le travail des élèves et du professeur dans les 3 phases de la situation. Et donc en rouge, j'ai mis les 3 phases qui sont les phases d'action des élèves. Alors M-3, le milieu matériel, est juste un milieu construit pour que les élèves puissent expérimenter la consigne, voir s'ils savent répondre, etc. M-2, c'est milieu heuristique. Je rappelle que heuristique veut dire qui a trait à la recherche. Et donc, les élèves doivent être en train de chercher. Le rôle du professeur, c'est d'être observateur et de dévoluer la situation, c'est-à-dire de passer dans les groupes, par exemple, et de dire aux élèves, oui, c'est bien, peut-être tu pourrais essayer ça, là, c'est bien, vous avez fait ça, peut-être maintenant, vous pouvez faire le bilan de ce que vous avez fait et continuer dans cette direction, etc. Et donc, il va aider les élèves à se saisir continuellement de la situation. Le milieu M-1 est le milieu de validation, de référence, c'est le milieu où on va valider les résultats qu'ont trouvés les élèves. Et donc, par exemple, on va faire passer un locuteur par groupe au tableau, et puis on va lui demander d'exposer les résultats du groupe. Et le professeur va renvoyer, par exemple, à la classe en disant, voilà, on a trouvé ça dans ce groupe, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, etc. Est-ce que ça prouve ce qu'on voulait prouver, etc. Et puis le milieu M0, qui est le milieu d'apprentissage, et là, la responsabilité, c'est celle du professeur, et comme je disais tout à l'heure, c'est le professeur qui enseigne, qui déclare le savoir, qui explique ce que les mathématiciens font, et je dirais que c'est aussi quelque chose qui plaît aux élèves parce que on est quand même dans un milieu, on a des élèves d'origine variée, on va dire, et quand on leur dit, vous savez, les mathématiciens de tous les pays, quand ils écrivent ce savoir-là, ils l'écrivent tous de la même façon, ils sont tous capables de se comprendre, de la Chine à l'Afrique, en passant par la Suède, l'Amérique, etc. Eh bien, ils sont très contents d'apprendre que finalement, ce qu'ils ont appris, c'est quelque chose qui permet aux mathématiciens, à tous les mathématiciens, de communiquer entre eux. Alors, comment se passe l'évolution de la situation justement dans ce cadre-là? Eh bien, on chemine petit à petit vers les mathématiques théoriques. Le milieu donc évolue, et dans cette évolution du milieu, donc M-3 qui est un milieu juste matériel pour les expérimentations, M-2, M-1 surtout, et on constate différents types de validation dans les niveaux de milieu de la situation. La validation est matérielle dans le milieu heuristique,
M-2. Ça peut être une tentative de calcul, une intuition, un dessin, etc. Et on va constater la réussite ou l'échec. La validation dans M-1 est une validation avec des niveaux de preuves, mais les preuves des élèves, donc ça peut être des preuves très formelles ou alors moins. Dans la situation du flocon que j'ai mis en annexe, par exemple, eh bien, il y a un élève une fois qui avait dit je prouve que 4 tiers puissance n converge tend vers l'infini parce que j'arrive à trouver n tel que 4 tiers puissance n dépasse 10 puissance 3033. Bon, pourquoi 3033? Ça, c'était ce qu'il avait choisi. Et il y a une autre élève qui lui a dit, mais moi j'ai pris P quelconque et je prouve que 4 tiers puissance n peut dépasser 10 puissance P. N'importe quel P, 10 puissance P, à condition que n soit assez grand. Et donc, effectivement, la validation de la deuxième élève était une validation générale même, et une preuve, quelque part, de ce que 4 tiers puissance n tend vers l'infini. Il peut y avoir donc une validation théorique, de toute façon, la validation mathématique est théorique dans le milieu M0, théorique au niveau des élèves, bien entendu, c'est-à-dire qu'il y a formulation, argumentation mathématique par le professeur, et la question c'est à quelles questions mathématiques on était en train de répondre, avec quels outils, et qu'est-ce qu'on a trouvé, et qu'est-ce qu'on est capable de déclarer comme savoir. Alors, je vais donner un exemple pour montrer la différence entre ces deux types de validation et les essais et les erreurs des élèves. Cet exemple, c'est l'exemple bien connu du puzzle de Brousseau. Et donc, la différenciation des deux types de validation, c'est, je vais dire, par les questions auxquelles elles répondent. C'est-à-dire, la première question, c'est « ça marche ». Et la deuxième, c'est « pourquoi ça marche et pourquoi je suis obligée de montrer que c'est pour ça que ça marche ». Et donc, le puzzle, je rappelle la situation. On a un puzzle. Alors, j'ai fait jouer d'ailleurs ça une fois dans une classe de 6e, 5e. Et avec exactement les mêmes constats qu'à la fin du primaire, c'est-à-dire qu'on a donc 5 pièces, l'une des dimensions est 4 cm, et la consigne c'est 4 cm doit devenir 7 cm. Chaque élève d'un groupe de 5, mais ils ne sont pas ensemble, groupés ensemble, a une des pièces, et il doit construire la pièce transformée, et ensuite on essaye de voir si on peut reconstituer le puzzle. Et ce qu'on constate, c'est que dans un premier temps, les élèves essayent d'ajouter 3 cm. Évidemment, ensuite, on n'arrive pas à reconstruire le carré correctement, il y a des trous. Et il y en a peut-être un qui dit, mais 7, c'est 2 fois 4, presque 2 fois 4, il suffit d'enlever 1. Et donc, je vais essayer de faire 2 fois 4 moins 1 et 2 fois x moins 1. Et puis, ça ne marche pas non plus. Alors, on pourrait utiliser directement 7 quarts multiplié par 7 quarts, mais en général, ce n'est pas tellement comme ça que les élèves font, parce que la proportionnalité n'est pas forcément un savoir évident. À ce niveau-là, j'y reviendrai peut-être. Et souvent, ce qui se fait, c'est par linéarité, c'est-à-dire 4 donne 7. Donc, j'en déduis que 2 donne 3,5. J'en déduis que 6 donne 3,5 plus 7, c'est-à-dire 10,5. Et une fois que j'ai trouvé, par exemple, ce que donne 1 cm, donc qui donne 1,75, eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir trouver toutes les autres dimensions en multipliant par 1,75. Et donc là, on est bien dans une validation de type théorique, c'est-à-dire je suis dans une situation de proportionnalité. Alors évidemment, à ce niveau-là, je laisserai de côté les arguments géométriques du type qu'une proportionnalité finalement est une transformation géométrique qui conserve la forme des pièces, etc. Et donc, je suis dans une situation générique de linéarité, et donc ceci va me permettre de résoudre la situation du puzzle. Alors, je vais donner un exemple qui, je trouve tout à fait intéressant, qui a été introduit par Annie Berthet à l'IREM de Bordeaux. C'est ce qu'on appelle le rallye du plan. Alors, le rallye du plan, c'est quoi? Eh bien, c'est une situation sur l'introduction de la multiplication des vecteurs par les nombres réels. La première phase, c'est qu'à partir de points et de combinaisons linéaires de vecteurs donnés, je dois fabriquer d'autres points. Autrement dit, je suis en train de faire construire le répertoire vectoriel et les modes opératoires. Comment je fais, par exemple, pour faire 2u plus 3v ou 5 demi de u moins 7 quarts de v, etc., quand j'ai des vecteurs différents. Et donc, cette première phase, évidemment, et ça existe un peu dans toutes les situations, c'est-à-dire il y a une première phase où l'élève doit apprendre à construire un peu un répertoire qui va lui permettre de travailler sur la situation. La deuxième phase, c'est ce que j'appelle un retournement de retourner le jeu, retourner la situation. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, voilà, tu vas trouver les points tels que 2u plus OM égale 2u plus 3v, eh bien, on leur dit, voilà, maintenant, on t'impose des conditions sur des points. Donc, les points ont été construits et il faut que tu trouves comment ils ont été construits.
Et donc, c'est la constitution du milieu de référence M-1, c'est-à-dire que l'élève va devoir trouver les bons coefficients pour aboutir aux points qui ont été donnés. La troisième phase, c'est l'identification de la structure. Avec les vecteurs et les nombres, on peut atteindre n'importe quel point du plan, par exemple, fixé a priori, et donc d'arriver à comprendre que le calcul vectoriel, c'est une espèce d'algèbre du plan qui permet de travailler sur tous les points du plan. Alors voilà le dessin donc d'un dimension 1. On commence par la dimension 1. Et donc il y a un vecteur U et il y a des points entourés. Donc c'est le message qu'ont les émetteurs. Et on leur dit voilà, vous avez ce graphique. Les récepteurs, ils ont le même, mais il n'y a pas les points entourés, ni pas forcément la construction des points entourés. Et donc, avec Thalès ou avec un carré, une diagonale, l'arc de cercle, etc. Et donc, vous allez leur envoyer des messages pour qu'ils trouvent les points entourés. Mais attention, vous ne devez envoyer que des messages avec des nombres, des vecteurs et des points. Et ce qu'on voit, c'est que dans la phase de recherche, les élèves, ils essayent de trouver la méthode pour justement envoyer les messages. Et par exemple, un exemple qui m'avait beaucoup plu, c'est l'exemple pour le point V. Donc on a KV en bas à gauche là, et KV, on a construit la diagonale du carré, donc la longueur c'est racine de 2 fois la longueur de U. Et un élève a écrit longueur KV égale longueur KL plus 45 degrés. Et évidemment, ce n'est pas la formulation attendue. Je dirais que c'est un processus pour trouver le point V et que ce processus, il va ensuite être transformé pour qu'on arrive à la formulation correcte qui est évidemment KV égale racine de 2 fois le vecteur U. Une autre chose que je signale sur cette situation, et c'est aussi pour ça que je la trouve très intéressante, c'est qu'en général, quand les professeurs du secondaire introduisent la multiplication des vecteurs par les réels, eh bien, ils se cantonnent à des nombres très simples parce qu'ils ne veulent pas cumuler les difficultés, ce qui fait que les élèves sont habitués à faire 2U, moins 2U, 3 quarts de U, etc., mais pas du tout à faire racine de 2 fois U, 15 quarts de U, etc. Ce genre de nombres-là, en général, ne figurent pas dans les exercices qui leur sont donnés. Et du coup, ça veut dire que la vision que peut avoir un élève de la multiplication des vecteurs par les réels va être très restreinte, et notamment restreinte aux nombres entiers simples, entiers positifs, négatifs assez simples, et évidemment, je ne peux pas leur faire non plus faire 1335U parce que ça irait trop loin. Et donc, les élèves vont avoir une restriction du domaine de validation, du domaine d'utilisation du calcul vectoriel dû à cette restriction à des nombres trop simples. Voilà, et donc ici, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que justement, les élèves peuvent travailler avec des nombres un peu plus génériques, on va dire. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose, mais en dimension 2, et la consigne est la même, mais cette fois-ci, on a 2 vecteurs, et ça peut aussi apprendre aux élèves comment je fais de façon très simple U-V, par exemple, et c'est pas du tout difficile de faire U-V, et je m'aperçois que je vais être sur la droite OM quand je fais U-V. Et pareil, on a une diagonale d'un carré, et donc on va avoir le nombre racine de 2 qui s'introduit. Et évidemment, l'idée aussi dans la première phase, c'est qu'une fois qu'ils ont compris qu'on pouvait utiliser des nombres comme racine de 2, ils vont y repenser et ils vont arriver à retrouver les racines de 2 facteurs de U-V pour le premier dessin. Et l'idée aussi, c'est que ensuite, ce qu'on va pouvoir travailler, c'est qu'on va pouvoir atteindre tous les points du plan, finalement. Tout à l'heure, je ne pouvais atteindre que les points du plan qui étaient en dimension 1 avec le vecteur U. Et maintenant, eh bien, je peux atteindre tous les autres points du plan, étant donné qu'avec 2 vecteurs, finalement, je peux atteindre, évidemment, s'ils sont linéairement indépendants, eh bien, je vais pouvoir atteindre tous les points du plan. C'est le principe du repère, bien entendu. Alors, quelles sont les phases de la situation et les variables didactiques? Les phases de la situation, c'est recherche, validation et institutionnalisation, comme dit dans le tableau du milieu.
quant aux variables didactiques, eh bien, la nature des coefficients, comme je viens de le dire, des entiers, des rationnels, des irrationnels, et aussi le nombre de vecteurs. Alors, le troisième cas que j'ai mis est un cas un peu marginal. Avec un vecteur, eh bien, je peux atteindre certains points et seulement ceux qui sont dans la même direction, de façon à ce que le vecteur que je demande, par exemple KV, soit collinéaire au vecteur U. Si j'ai deux vecteurs, eh bien, je peux atteindre tous les points du plan. Et évidemment, si j'avais trois vecteurs, je pourrais peut-être le faire de différentes façons, mais bon, encore une fois, c'est peut-être pas quelque chose à introduire au début du cursus. Ou alors, effectivement, je passe en dimension 3, mais là, je suis aussi dans un autre niveau de connaissance. Pas forcément inutile, hein, parce que justement, à l'heure actuelle, on constate que même des étudiants de L1 ont des difficultés avec l'intersection de plans, de droite, etc. Je ne parle même pas des hyperplans dans un espace de dimension n, et donc de leur faire travailler justement ce qui se passe dans le plan de dimension, dans l'espace euclidien de dimension 3, ça peut être espace vectoriel ou de dimension 3, ça peut être tout à fait intéressant. En conclusion, je dirais qu'il y a nécessité d'analyser la succession des situations et puis celles qui sont nécessaires ou pas, c'est-à-dire que, évidemment, je ne peux pas enseigner tout le temps comme ça, d'abord parce que ça prend beaucoup de temps, mais il y a probablement des savoirs clés sur lesquels ça va être nécessaire d'enseigner de cette façon, parce que si j'enseigne de cette façon, eh bien, je vais mettre les élèves en action par rapport au savoir. Je vais leur faire des expériences, et ces expériences à faire vivre, c'est extrêmement important et ça touche au sens final des mathématiques. Et ce qu'on constate quand on fait ce genre de situation, c'est que les élèves sont toujours extrêmement engagés dans ces situations. Et ce qu'on a fait avec, par exemple, les étudiants de L1 de l'Université de Pau ces derniers temps, on leur donne des situations comme ça. Bon, évidemment, que le milieu matériel pour un étudiant de L1, c'est déjà des calculs mathématiques. Mais ensuite, on pose des questions. Et ces questions, par exemple, ça peut être de calculer une intégrale, une relation de récurrence avec une intégrale, etc., etc. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils sont très engagés, qu'ils s'impliquent dans les situations posées, qu'ils sont contents qu'on les aide et qu'ils sont contents qu'on les aide de façon bienveillante en ne les disqualifiant pas par rapport à leurs connaissances mathématiques. Si j'ai 2 minutes, là je raconte une petite anecdote. Comme l'intégration par partie n'est plus au programme de terminale en France, ce qui à mon avis d'ailleurs est une bêtise parce que c'est pas très compliqué et c'est un bon outil, on a posé à des étudiants de L1 une situation où d'abord il fallait prouver la formule d'intégration par partie et ensuite on leur demandait justement une récurrence avec une intégrale IN et c'était 1 moins x puissance n puissance x sur 0,1 et donc quelque chose qui nous a surpris, c'est que la première question, c'était l'intégration par partie. Et je suis passée voir un groupe d'étudiants et je leur ai dit, non, mais vous êtes en train de chercher pour l'intégrale IN, mais vous ne croyez pas que la première question qu'on a posée dans l'exercice, elle pourrait vous servir à quelque chose? Si on l'a posée, c'est sans doute pas par hasard quand même. Et on se rend compte de cette façon que très souvent, on leur impose la démarche pas à pas dans le secondaire et que du coup, on leur pose une question au début d'une situation et ils n'ont même pas l'idée que cette question pourrait être utile pour la suite de la situation parce qu'ils manquent d'autonomie. Et donc, ces situations aussi, elles développent l'autonomie des étudiants. Ce qui va aussi les autoriser à répondre, y compris dans des questionnaires type PISA. Si j'ai de l'autonomie, je m'autorise à répondre, même si je ne suis pas sûre que ma réponse soit absolument exacte. Et puis, ces situations de recherche, elles habituent les étudiants à parfois donner des réponses approximatives et savoir que je ne vais pas aller en prison si je donne des réponses approximatives à une question mathématique. Et ensuite, eh bien évidemment, il va falloir travailler l'articulation des situations des objets mathématiques en jeu. Il m'est arrivé, par exemple, dans des visites chez des professeurs stagiaires, de constater que certains n'étaient pas capables de désigner clairement les objets mathématiques du cours. C'est-à-dire, ils faisaient faire de vagues problèmes un petit peu ouverts, mais pas vraiment intéressants aux élèves. Et puis ensuite, on ne disait pas clairement pourquoi on faisait ça et quel était le but visé et quel est le formalisme qui s'ensuit. C'est-à-dire que même si c'est du formalisme très, très simple, et ça dépend bien entendu du niveau des élèves, mais je dois ensuite donner les signes qui vont me permettre de calculer en mathématiques, quel que soit le niveau de mathématiques auquel je m'attaque.
Je voudrais insister aussi sur le fait que par rapport à ça, il y a une indispensable formation des professeurs, c'est-à-dire qu'un professeur doit être capable de laisser les élèves chercher, se tromper, favoriser le travail en groupe, et il doit être capable d'aider les élèves en étant tout à fait bienveillant, c'est-à-dire en disant aux élèves qu'ils ont raison de chercher telle ou telle chose. Évidemment, si un groupe part sur une fausse piste, on va leur dire, écoutez, là, je suis pas sûr que ce soit ça, peut-être que vous pourriez plutôt regarder ça. D'ailleurs, demandez au groupe d'à côté, lui, peut-être que c'est pas tout à fait ce qu'il a fait, et rappelez-vous, peut-être tout simplement aussi dire aux élèves, pouvez-vous me rappeler exactement la consigne, me redire la consigne, et est-ce que c'est bien ça que vous êtes en train de chercher? Mais il ne s'agit pas de dire aux élèves, vous êtes nuls et ce que vous faites, c'est vraiment pas bon. Donc, il faut laisser les élèves aussi présenter leur argumentation. Et il m'est arrivé aussi dans certaines classes de voir un professeur qui tient tout de suite à dire quel est le bon argument et quelle est la bonne formule au lieu de laisser les élèves eux-mêmes dire quelle est leur argumentation. Il faut les laisser exposer leur argumentation et dire comment cette argumentation va pouvoir être modifiée pour que ensuite on arrive à quelque chose qui soit, comme je disais tout à l'heure, dans la norme des mathématiciens du monde entier. On fait tous de l'algèbre de la même façon, et on va faire de l'algèbre comme ça. Bon, j'en ai pas dit un mot non plus, mais notamment par rapport à ça, utiliser parfois l'histoire des mathématiques, ça peut être aussi très utile. Il y a eu des brochures à l'IREM de Poitiers, je pense notamment, mais pas que. Je donne ensuite des adresses, des URL de sites pour éventuellement se connecter pour trouver des ressources sur les mathématiques arabes notamment, mathématiques chinoises, etc. Et ça peut être tout à fait utile de travailler ça avec les élèves. Ensuite, il va falloir proposer des situations qui concernent le monde réel et je pense par exemple à la proportionnalité où il y a beaucoup de situations qui sont reliées à des situations tout à fait réelles. Et pour avoir fait des cours par exemple en licence professionnelle intervention sociale, j'ai constaté que même des adultes qui reprenaient des études par exemple ou qui poursuivaient, n'étaient pas capables toujours de résoudre correctement des situations de proportionnalité, ni même parfois de maîtriser les nombres décimaux. Donc c'est un vrai problème et il faut s'attaquer éventuellement à ça, bien sûr. Et puis le professeur doit savoir institutionnaliser correctement les savoirs en se servant du travail qui a été fait par les élèves, évidemment avant, autrement dit en s'appuyant sur les preuves même approximatives qui ont été données par les élèves. Et puis il doit être capable donc de faire le bilan de la situation et ensuite, évidemment, faire travailler les techniques, parce que c'est pas parce que j'ai compris ce que c'était qu'une limite que je vais être capable de calculer, par exemple, toutes sortes de limites, bien évidemment. Et donc, il est absolument nécessaire que le professeur soit capable d'enchaîner ensuite sur cette utilisation des techniques. C'est d'ailleurs quelque chose qui est dit dans la théorie anthropologique du didactique. Chevalard a insisté pas mal aussi sur justement la mise en œuvre des techniques suite à des situations. Je précise juste que dans la théorie anthropologique du didactique, il ne s'agit pas forcément d'étudier une situation de cette façon, micro-didactique, mais plutôt on va pouvoir articuler la théorie des situations et l'analyse de situations micro-didactiques, c'est-à-dire une situation comme les vecteurs ou celle que je vais présenter du flocon pour la limite, mettons ça fait 3-4 séances maximum. Et la théorie anthropologique, depuis quelques années, étudie les parcours d'études et de recherche, et donc il y a des sites aussi qui en présentent. Et les parcours d'études et de recherche sont sur un thème mathématique souvent plus large. Bon, la proportionnalité peut être un très bon exemple. Et ensuite, ça propose des articulations de situations pour travailler ce thème. Je vous remercie de votre attention et je vais présenter maintenant, donc en annexe, je vais passer très très vite parce que j'envoie le diaporama aux collègues que je remercie encore. Et donc dans la fin de ce diaporama, il y a d'une part plusieurs
diapos qui sont qui présentent des ressources pour retrouver des exemples de situations et aussi des articles discutant la pertinence plus ou moins grande de certaines approches. C'est pour ça que j'ai mis une approche sur les neurosciences et l'apprentissage. Le film Le cerveau des enfants, qui est sorti en mai 2018, est fort intéressant, mais par exemple, Gustavo Barral-Obres a fait un article dans la revue McGill Éducation, le Journal of Education, pour faire une réflexion tout à fait pertinente sur les liens pas toujours extrêmement bien construits entre neurosciences, mathématiques et éducation. Des exemples de situations. Ah, il ne veut pas s'afficher, c'est pas grave. Donc vous avez la notion de limite, vous avez le flocon de Funcore qui est dans mes travaux. On a travaillé aussi sur le milieu qui est envisagé pour cette situation. Vous avez un exemple de base de numération qui est le jeu des envahisseurs, qui est tout à fait intéressant à faire travailler, je dois dire, même en formation des professeurs, parce que c'est pas forcément évident, j'ai pas le temps de le détailler, mais voilà. Ensuite, vous avez des situations sur l'algèbre. Alors, il y en a eu pas mal. Vous en trouvez beaucoup dans les publications didactiques des mathématiques. J'en ai présenté une qui est les suites de Fibonacci. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci de m'avoir demandé cette conférence et j'espère bien venir une fois en présentiel discuter avec vous aussi de tous ces points et présenter d'autres exemples de situations. Et en annexe de ce PowerPoint, j'ai mis des diapos avec des ressources et avec des exemples de situations didactiques pour l'enseignement secondaire que vous trouverez aussi dans les ressources, bien entendu. Merci encore.